bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro des mots et débats. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Télé Sud. Alors l'invitée du jour, elle est particulière, elle est galeriste, artiste. Dans sa vie antérieure, elle a même été cadre marketing, acheteuse dans le nucléaire. Et puis elle vient d'écrire un manifeste ou un guide, si vous voulez, pour nous réveiller notre estime de soi. Elisabeth Dalla, bonjour. Bonjour, Patricia. Vous allez bien? Très bien, En tout cas, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors, le titre de votre ouvrage s'intitule Être totally mégalo, 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. Et bien, ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite au fil des pages. Elisabeth Dalla, alors qu'est-ce qui vous a poussé à écrire justement sur l'estime de soi, assumer d'être totalement mégalo? Alors, ce qui m'a poussée, c'est avant tout une expérience artistique qui a été pour moi un accélérateur de pensée. C'est une expérience en fait qui m'a permis en tant que galeriste de devenir l'inspiration de 16 artistes. Et c'est un travail qui a été mené pendant 9 mois. 9 mois où j'ai été amenée à penser, à montrer le meilleur. Et j'y ai été encouragée par tous ces artistes qui m'ont prise par la main et emmenée dans leur univers. Et ce travail artistique a débouché sur une exposition qui a été montrée fin 2017 à la Fnac des Ternes. Et tout ce travail pendant 9 mois m'a permis de me poser des questions sur ma valeur. Et ce questionnement, je l'ai fait avec le public, puisque pendant les 9 mois, je publiais du making-of sur le projet. J'informais les gens qui me suivent sur les réseaux des différentes séances de travail, des ressentis. Et puis surtout, je publiais énormément de phrases valorisantes. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment un écho. Ça allait jusqu'à des messages en privé qui me remerciaient d'inspirer ça, de me permettre ça, parce que ça allait permettre à la personne aussi de se valoriser, de se dire de belles choses sur elle-même. Alors, vous avez édicté 11 règles. Alors, je répète, comme vous le dites sur le titre, la première de couverture, pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. Alors, la première règle, c'est s'aimer pour pouvoir aimer l'autre. Alors, moi, je me suis posé à chaque fois, à chacune de ces règles, je me suis posé des questions. Alors, comment justement aimer pour être aimé par l'autre et s'aimer? Comment aimer ses propres imperfections, autant physiques qu'intellectuelles? Alors, déjà, l'idée, c'est pas s'aimer pour être aimé par l'autre. Ce serait plus s'aimer pour mieux aimer l'autre. Et puis si l'autre nous aime en retour, tant mieux. S'il ne nous aime pas, tant pis. Voilà, déjà, c'est plus dans ce sens-là. Et c'est ce que j'écris dans le livre. C'est « je m'aime, alors tu m'aimes, alors je t'aime ». Voilà. Moi, je ne suis pas pour aimer les gens qui ne nous aiment pas. Voilà, moi je construis ma petite forteresse. Il y a une porte, elle n'est pas complètement fermée, mais je laisse rentrer les gens qui m'acceptent comme je suis, qui m'aiment et qui peuvent me faire des critiques, mais des critiques bienveillantes. Parce qu'il y a les critiques bienveillantes et puis il y a les critiques qui viennent de personnes qui ont des choses à régler avec elles-mêmes. Donc vous me demandiez comment s'aimer. Moi je dirais déjà essayer d'identifier notre magie. Voilà, ce qu'on fait bien, ce pourquoi on est bon, ce dans quoi on se fait plaisir. Et essayer de faire taire un petit peu tout le reste, c'est-à-dire toutes les choses pour lesquelles on n'est pas bon. Parce qu'on ne peut pas être bon partout. Voilà, moi, c'est un travail que je fais depuis quelques années. C'est ce qui m'a amenée à changer de carrière professionnelle déjà, puisque je sentais que le secteur dans lequel j'étais me permettait d'exprimer mon potentiel, mais je pouvais l'exprimer encore mieux et encore plus ailleurs. Et apparemment, c'était dans l'artistique, en tout cas auprès des artistes. La règle 2, c'est s'entourer, comme vous l'avez dit, de bienveillance. Alors, comment D'abord la sienne. La sienne, oui. Mais comment accepter aussi... Alors, moi, j'en ai conclu que c'est par la critique. Alors, justement, comment accepter la critique des gens qui nous entourent? Parce que parfois, une critique constructive peut aussi nous permettre d'avancer. Tout à fait. Donc, alors, comment prendre cette critique sans être froissé, en fin de compte? Alors, déjà...
moi j'ai compris une chose, c'est qu'il y a des critiques qui viennent des bonnes personnes et des critiques qui viennent de personnes dont il ne faut pas se soucier. Voilà. Je ne suis pas du tout pour dire on s'en fiche de ce que pensent les autres. Mais il faut choisir ces personnes. Et vraiment, moi, maintenant, je le ressens physiquement. C'est-à-dire qu'il y a des critiques qui vont m'arriver et elles ne vont pas faire mal. Et pourtant, ce sont des critiques. Et il y a des critiques qui, physiquement, vont venir me piquer. Oui, c'est vrai, elles vous atteignent, elles vous déstabilisent. Voilà, elles déstabilisent. Mais parce que ça ne vient pas forcément de gens... Soit ça ne vient pas de gens forcément bienveillants, donc qui vous veulent du bien, soit ça vient de personnes qui vous parlent d'elles-mêmes, qui vous envoient des critiques par rapport à leurs problématiques. Et il faut vraiment faire attention à ne pas confondre leurs problématiques et la vôtre. Moi, j'ai vraiment tout récemment, j'ai eu certaines critiques et c'était drôle parce que c'était laissé sur un message. Et en fait, j'avais l'impression d'entendre le message et d'avoir les sous-titres. Donc, il y avait des choses que je pouvais prendre et puis d'autres choses qui ne m'appartenaient pas. Et vraiment, physiquement, maintenant, je le ressens. Et je choisis mes bienveillants. C'est pour ça que je dis... que je construis une forteresse et je laisse rentrer les personnes que j'ai identifiées comme bienveillantes. Et ces personnes-là peuvent devenir, je ne vais pas dire malveillantes parce qu'il y a de tout, mais ces personnes-là, en fonction de où elles en sont dans leur vie, peuvent avoir des critiques que je ne vais pas prendre. Voilà. Mais la critique est toujours bonne parce qu'effectivement, elle permet d'avancer. Mais il faut voir d'où vient la critique. Ouais. Et se dire, mais d'où me parle cette personne ? Elle me parle par rapport à son vécu, par rapport à où elle en est aujourd'hui. Donc, toutes les critiques ne sont pas bonnes à prendre. Elisabeth Ndala, alors justement, pour la règle 3, vous dites, pour s'aimer, il faut s'accepter dans toutes ses dimensions. Alors, le problème, c'est le regard de l'autre, parfois, nous empêche de nous aimer et de nous accepter. Parce qu'il voit nos défauts et nous le voyons aussi face à notre miroir. Nous voyons nos propres défauts. Alors, comment s'aimer pour s'accepter ? Alors, déjà, moi, la philosophie que je développe amène à le moins possible se soucier du regard de l'autre. Mais pour ça, je pense qu'il faut être au clair avec, justement, ses plus et ses moins, les fameux défauts voilà, qu'on a, qui nous pèsent, qui sont comme des boulets. Je pense qu'il faut être au clair avec ça. Se dire, ben voilà, mes plus, c'est ça, 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 et je les reconnais, je les accepte. Ensuite, mes moins, c'est ça, 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 ça. Je les reconnais, je les accepte. C'est dire aussi, je suis une œuvre d'art, donc finalement, les plus et les moins, je peux les voir autrement que comme plus et moins. Mais les voir comme, voilà, tout plein de caractéristiques qui font que je suis moi. Et puis après, il y a une autre dimension qui est les différences. Les petites choses où on se dit, mais je suis peut-être la seule à avoir ça, ou en tout cas, on n'est pas nombreux à avoir ça. Et moi, je suis vraiment pour qu'on mette en avant justement ces différences. Je parle de honte dans le livre, parce qu'il y a des différences qui peuvent faire honte. Mais justement, ces différences-là, c'est ce qui fait notre magie, c'est ce qui fait qu'on ait des pépites, qu'on ait des œuvres d'art, tout simplement. Et le regard de l'autre, voilà, il est à mettre de côté. Hein, il est à mettre de côté. Ce qui va compter, c'est le regard de soi sur soi. Et vraiment, je sais que ça change le regard de l'autre. À partir du moment où les moins, on les a acceptés, on les a fait siens, et le regard de l'autre nous pèse moins et il change. Voilà. Dans cette règle 4, là, c'est vous expérimentez la liberté de penser, de se vivre. Oui. Alors, il est vrai, parfois on dit que la liberté aussi peut être un fardeau pour l'autre. Puisque si on pense librement, on agit librement, oui. Est-ce qu'on peut, par notre façon de vivre, d'agir, d'interagir, on peut peut-être blesser l'autre par notre liberté ? Alors, l'idée, c'est de ne pas blesser l'autre. En tout cas, d'essayer de ne pas blesser l'autre. Mais même si vous essayez de ne pas blesser l'autre, parfois vous le blesserez. Et vraiment, en n'ayant rien fait. Et c'est là encore où je dis que l'autre a aussi des choses à régler avec lui-même. Et vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre a dans sa tête. Moi, je sais que ce que je publie, ce que je poste, peut agresser certaines personnes.
Mais pas parce que je dis à l'autre, tu es moins, tu es... Non, c'est juste parce que je dis, je m'accepte. Et rien que ça agresse. Oui, ça dérange. Ça dérange. Mais moi, je n'y suis pour rien. Et je dis toujours, sur les réseaux, par exemple, mais si la personne n'est pas bien avec ce que je suis, elle me bloque. Et elle ne verra plus mes publications. Voilà, donc on n'est pas responsable de ce qui se passe dans la tête de l'autre. Moi, j'ai toujours eu comme credo de vie de dire je ne veux pas faire du mal aux gens. Mais parfois, ce qu'on est agresse l'autre. Et ça, on n'y peut rien. Élargir sa zone de confort, ça c'est la règle 5, puis celle de confiance. Alors, vous dites, il faut faire un pas vers l'inconnu, faire un pas vers sa peur. Mais c'est terrible parce que comment justement bousculer, appuyer sur ce déclencheur qui est contre l'immobilisme? Comment faire pour que cette peur ne nous fasse plus peur en fin de compte? Alors déjà, je pense qu'il faut se projeter. Il faut essayer de se projeter, mais dans le positif. Moi, quand j'ai décidé d'être galeriste, j'avais très très peur. Vraiment très peur. Et si je dois utiliser une image, je suis devenue galeriste en fermant les yeux et en me bouchant le nez. C'est-à-dire que j'avais peur. J'ai passé des mois à cogiter, comme je dis dans le livre, à tourner carré dans ma tête. C'est-à-dire que je voyais que les freins, les points négatifs. Je me disais, mais je vais peut-être mettre en danger l'avenir de mes enfants. Et bon, aujourd'hui, je sais que c'était n'importe quoi. Mais j'y suis allée quand même. Donc, à un moment donné, il faut se projeter dans le positif, se dire et si ça pouvait marcher? Et si ça pouvait me rendre heureuse? Et si, et si ça pouvait être positif? C'est vraiment essayer de se projeter un maximum. Et c'est en ça que je dis la liberté de penser, de se vivre, c'est se voir dans un futur qui aurait fonctionné. Alors justement, dans cette règle 6, décider de décider, Elisabeth... Une des plus importantes pour moi, parce que c'est celle que j'ai expérimentée, sur laquelle il a fallu que je me fasse violence et sur laquelle je me fais encore violence aujourd'hui. Mais alors justement, on a l'impression que vous avez eu un super parcours, c'est-à-dire comme si vous n'avez pas eu d'échecs. Oh. Mais ceux qui ont eu des échecs, justement... Je rassure tout le monde, j'ai eu des échecs. Et j'ai même eu, pire que les échecs pour moi, l'immobilisme. C'est-à-dire que des super idées et on n'en fait rien. Alors justement, puisque ces échecs commis dans le passé vous empêchent parfois de commettre à nouveau des erreurs ou parfois d'avancer parce que vous dites « je vais encore échouer ». Et cette peur d'échouer vous empêche de décider. Non. En fait, alors je parle de mon expérience, mais j'ai écrit ce livre parce que je pense que mon expérience est celle de plein de personnes. C'est-à-dire que je ne suis pas un être exceptionnel, j'ai des peurs, j'ai des doutes, mais le parcours que j'ai eu aujourd'hui m'amène à dire que quand on dépasse sa peur, c'est-à-dire on y va même en ayant la peur au ventre, que ça marche ou que ça ne marche pas, on grandit, on gagne en force. Parce qu'on se rend compte que nos peurs, confrontées à la réalité, sont des fantasmes. Il y a des choses, effectivement, qui ne vont pas fonctionner comme on aurait souhaité, mais il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du fantasme. Et le fait d'avoir dépassé ça fait que le coup d'après, on est plus fort, on a moins peur. Donc il faut y aller, il faut vraiment y aller. Et l'échec, en plus l'échec c'est très relatif. C'est l'échec par rapport à quoi? Il faut y aller. Et il faut décider, même si on ne se sent pas prêt, même si... Je veux dire, moi, j'ai cogité pendant 10 ans avant de devenir galeriste. Pendant 10 ans, c'est énorme. Ouais. Et finalement, quand j'ai sauté le pas, le jour de mon premier vernissage, le 16 novembre 2012, mais j'étais la plus heureuse des femmes. Et je me suis dit, mais mince, pourquoi j'ai attendu? Pourquoi j'ai eu peur comme ça? C'est que du bonheur. Après, il y a des choses qui fonctionnent comme on l'a souhaité ou pas. Mais en tout cas... ce jour-là, à la Babs Galerie, j'étais la plus heureuse des femmes. Voilà. Règle 7, devenir sa priorité. Et ça, c'est vrai, c'est très important parce que souvent, on a du mal à dire non à l'autre. Donc, on aide, on est serviable. Et parfois, quand on va dire non, la personne nous regarde et dit « Mais attends, mais pourquoi tu me dis non ?» Et c'est vrai qu'à un moment, il faut penser à soi sans être égoïste. Oui. Sachant que même quand vous allez dire oui à la personne, peut-être que ça ne lui conviendra pas. Peut-être qu'elle ne verra même pas que vous lui avez dit oui et que ça ne lui suffira pas. Donc moi, je suis pas du tout... C'est pas un livre sur l'égoïsme. C'est un livre qui amène et qui appelle à
à un moment donné, se recentrer, se poser des questions par rapport à soi pour revenir au monde en étant en pleine possession de... J'aime bien dire le mot magie, mais parce que c'est ça. Et devenir sa priorité, c'est aussi choisir pour qui on veut dépenser de l'énergie. Parce que moi, j'ai dépensé beaucoup d'énergie. Et je me suis vue un jour très, très fatiguée. J'avais beaucoup donné, surtout au début, à l'ouverture de la galerie. Je voulais vraiment me mettre au service des artistes. Et je me suis un petit peu oubliée. Et donc, un jour, j'étais fatiguée. J'ai une personne que j'aime beaucoup qui m'a appelée en me demandant des photos. Parce qu'elle avait besoin de photos et elle savait que je les avais. Et j'ai dit au téléphone, là, ça ne m'arrange pas parce que je suis vraiment fatiguée. Et la personne a insisté, et puis bon, j'ai voulu bien faire, donc j'ai dit OK. Et la personne est venue chercher les photos. Et donc, il fallait que je cherche dans les centaines de photos que j'avais. Et pendant tout le temps où je cherchais, la personne me disait « T'as vraiment l'air fatiguée. Hein. Oh, t'as vraiment l'air fatiguée. » Mais en attendant, je cherchais les photos. Oui. Et ce jour-là, je me suis dit « Mais à un moment donné, il faut savoir dire non. » Parce que on n'est pas la priorité des gens. Voilà. Donc, si soi-même, on n'est pas sa propre priorité, il faut savoir qu'on sera très rarement la priorité de l'autre. Donc, devenir sa propre priorité, ça ne veut absolument pas dire fermer la porte. Ça ne veut absolument pas dire devenir égoïste. Ça veut juste dire que si on fait des choses, il faut réfléchir. Réfléchir aux conséquences sur soi. Et vraiment, par rapport à... Moi, j'ai des enfants et ils ont lu le livre et j'ai discuté de ça avec eux et j'ai discuté de cette règle-là avec eux. Et je leur ai dit, pour moi, devenir ma priorité, c'est aussi faire de ma priorité. C'est un choix conscient. C'est pas un poids, c'est pas un devoir. C'est vraiment dans mon espace de priorisation, il y a mes enfants. Et c'est parce que je les choisis. Voilà. Dans cette règle 8, laisser le siège de victime vacant, donc en fin de compte, ce que vous dites, c'est reprendre le contrôle de notre vie. Oui. C'est aussi d'arrêter de dire « Oh, je n'ai pas eu de la chance, c'est le hasard, tant pis, oh, c'est le destin qui veut ça. » Mais alors, vrai... sachant que oui. Je dis que ça existe, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Ça existe, hein. Voilà, je traverse la rue, j'ai un accident de voiture. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Je n'y peux rien, à part si j'étais sur mon portable et que je fermais les yeux pour traverser. Bon, là, j'ai une responsabilité, mais ça existe. Mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles on a prise. Mais on perd parfois cette conscience-là. Et je parle de ces choses-là. Mais il est vrai, parfois il y a des personnes qui aiment bien être victimes parce que ça leur permet d'avoir un entourage qui se soucie d'eux. Alors je dirais pas aime bien. Ouais. Je dirais pas aime bien. Je pense que c'est de l'ordre de la prise de conscience. Il y a des personnes qui ont ce mode de fonctionnement-là, oui. Mais je ne pense pas qu'elles en soient conscientes. Je pense que c'est un mode de fonctionnement, c'est une espèce de répétition. Mais ces personnes-là peuvent aussi à un moment donné se réveiller et se révéler et comprendre que, oui, elles sont dans le siège de victime et que il vaut mieux se lever de ce siège-là parce que ça ouvre là aussi. Moi, je parle souvent de porte et c'est marrant parce que c'est une porte qui m'a amenée à l'art et je parle de porte aussi dans le cerveau qui s'ouvre et se lever du siège de victime ouvre énormément de portes. Parce qu'effectivement, on redevient maître de sa vie. On n'est plus en attente de l'autre. On se dit, allez, je me lève et j'y vais. C'est aussi à moi de prendre mon destin en main. Et on gagne du temps. On gagne du temps, oui, je pense. Dans la règle 9, s'accorder de l'indulgence en attendant de se lancer. Oui. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est cette règle, justement, est-ce qu'elle ne contredit pas toutes les autres ? Voilà, oui. Eh bien non, en fait. Elle ne contredit pas toutes les autres parce qu'on est humain. Et que ce manifeste, c'est pas un manifeste qui dit devenez des guerrières et rien ne vous touchera. Non, pas du tout. C'est plus, je parlais de prise de conscience, mais cette prise de conscience-là peut, en fonction des personnes, prendre un certain temps. Il y a beaucoup de personnes qui lisent et relisent le manifeste parce qu'il faut un temps d'intégration et que si ça marche pas tout de suite,
Si, par exemple, on ne se lève pas du siège de victime tout de suite après avoir lu le manifeste, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'à un moment donné, ce sera bien de le faire. Et moi, c'est un manifeste bienveillant. Et cette règle-là, c'est drôle parce que cette règle-là est arrivée après avoir écrit des règles plutôt rentre-dedans. Oui. Et ce jour-là, quelqu'un m'a écrit, parce que je publiais, au début je publiais toute la règle, et après je publiais les titres et les conclusions. Et quelqu'un m'a dit, mais et comment on fait si on n'y arrive pas et c'est pas facile et en fait, elle n'avait pas vu que le matin, j'avais publié cette règle. Et ce qui m'a encore plus confortée dans l'idée qu'à un moment donné, on a le droit de souffler aussi, hein. On est des êtres humains avec nos doutes, nos peurs, et tout ne se fait pas en un jour. Mais moi, c'est plus un support de vie, en fait, que j'ai écrit, que je relis moi-même, qui me sert tous les jours, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas en haut de ma montagne à dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est nous. Nous devons, et devoir, c'est un verbe fort, mais c'est nous devons... Si nous voulons aussi que nos vies changent, prendre conscience des choses qui doivent changer, prendre conscience de ce que nous sommes, se dire qu'on a de la valeur. Moi, je veux vraiment dire aux personnes qu'elles sont des œuvres d'art, parce que je trouve que cette dimension-là est celle qui amène à ne pas avoir de jugement de valeur comme on peut en avoir beaucoup dans notre société. Et c'est marrant parce que quand vous parlez d'œuvres d'art, à chaque fois, on va dire, je fais référence plutôt à l'image de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je fais toujours ce rapport avec la foi, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, et donc c'est une œuvre d'art. Alors moi, c'est comme ça aussi. Alors on peut le voir en fait en fonction des croyances que l'on a, du parcours que l'on a. On peut rattacher ça à beaucoup de choses. Moi, ce livre, il est vraiment venu de façon très, très naturelle. Je me suis levée un matin, il devait être 5h30, 6h, et je me suis dit, ça y est, j'ai compris. Et ça s'est vraiment passé comme ça. J'ai dit, ça y est, j'ai compris. La règle de ma philosophie, c'est s'aimer. Voilà. Et après, j'ai ajouté pour objectif, parce que justement, c'est un chemin de vie. Mais j'ai compris que à partir du moment où on a de l'amour pour soi, on est beaucoup plus fort et ça nous permet de comprendre, de nous accepter et puis d'accepter l'autre aussi. Parce que voilà, on comprend qu'on a des plus, des moins, des choses un peu plus subtiles, mais que l'autre aussi. Et que tout le monde n'est pas comme nous. Ce qu'on va attendre de l'autre, l'autre ne va peut-être pas nous le donner parce que il est ce qu'il est. Et je pense que c'est vraiment un chemin vers l'acceptation de soi, mais aussi l'acceptation de l'autre. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Merci. En tout cas, je rappelle aux téléspectateurs qu'il y a 11 règles. Donc là, je me suis arrêtée, je n'ai pas parlé de la règle 10 et 11. C'est à eux de découvrir le reste de ces règles. En tout cas, merci beaucoup Elisabeth Dalla pour cette première partie d'émission. On va découvrir plutôt cette partie personnelle dans Cartes sur table. Elisabeth Dalla, dans la première partie d'émission, quand je vous ai présenté, vous avez eu 1000 vies. Vous avez été acheteuse dans le nucléaire. Oui. Vous avez fondé, créé cette galerie, Babs Gallery. Oui. Alors, je voudrais savoir comment avez-vous fait pour passer de même cadre dans le marketing, alors acheteuse dans le nucléaire, pour arriver après fondatrice de la Babs Gallery. Oui. Expliquez-moi ce chemin. Ouais. Alors, la première partie de ma vie a été, on va dire, rythmée par les études. Voilà. J'ai été élevée par une maman qui aimait beaucoup ses enfants et qui avait une grande ambition pour ses filles, qui voulait qu'on devienne des filles indépendantes, avec une tête bien faite. Donc, j'ai fait des études. J'ai fait un DUT de gestion, une maîtrise de sciences de gestion, un DESS de management de la fonction achat. Et j'ai trouvé un travail donc, en tant qu'acheteuse dans le nucléaire. Et très vite, je me suis dit « Ah, est-ce que c'est bien ma place ?» Mais c'est quoi être acheteuse dans le nucléaire? C'est-à-dire négocier des contrats. Alors moi, je négociais des contrats pour la maintenance des centrales nucléaires, donc auprès de fournisseurs qui étaient chargés de s'occuper de la maintenance des centrales. Donc voilà, pour que les centrales fonctionnent au mieux. Oui. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 5 ans.
Mais très vite, c'est un travail qui est intéressant, hein, mais je sentais, et c'était la phrase que je me disais, je ne suis pas sur Terre pour ça. C'est pas possible que je sois sur Terre pour ça. Et en fait, très vite, après avoir commencé à travailler, je suis partie en vacances à Gorée. J'ai rencontré un artiste qui s'appelle Hamdi Baïfal. Et il avait peint un tableau qui représentait la porte sans retour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la porte par laquelle les esclaves passaient pour aller dans les différents comptoirs en Amérique, du Sud, du Nord, enfin bon. Et il avait peint ce tableau-là et vraiment, j'ai adoré ce tableau. Et comme j'étais acheteuse, j'ai voulu le négocier. Et en fait, on est resté 1h30 à discuter et je me suis dit, mais je me sens tellement bien, il faut que je travaille avec des artistes. Et tout est parti de là. Mais j'avais énormément de freins et donc j'ai mis 10 ans à concrétiser cette idée que j'ai eue à Gorée. Mais à un moment donné, je me suis dit non, il faut que j'aille au bout parce qu'une idée qui est là pendant 10 ans, c'est pas possible que ce soit juste un truc comme ça, il faut la concrétiser. Donc j'ai repris une année d'études, j'ai fait un stage dans une galerie et je me suis dit il faut que j'ouvre ma galerie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert une galerie en 2012 à Bagnolet, lieu improbable pour ouvrir une galerie. Et pendant 2 ans, j'ai appris le métier. J'ai appris le métier avec passion, avec une grande curiosité. J'ai rencontré le milieu artistique avec tout ce qu'il a de fascinant dans la façon de penser, dans la liberté d'esprit, dans tout ça. J'ai vu aussi le marché de l'art, qui est un milieu assez difficile, assez conservateur finalement, et très codifié. Et au bout de 2 ans, je me suis dit, Bagnolet, c'est super, mais les acheteurs sont à Paris, donc on va essayer de se rapprocher des acheteurs. Et j'ai fini dans le 7e arrondissement, ce qui est vraiment le grand écart. Et là, j'ai découvert un autre monde, un monde plus bourgeois, plus fermé aussi. À Bagnolet, j'avais noué énormément de contacts avec la population. Le 7e, ça a été différent. Je me suis aussi fait des contacts, mais voilà, c'était pas la même énergie. Oui. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait aussi dans le 7e. Je me suis professionnalisée. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, je suis galeriste. Ça y est. Oui. Je me sens légitime, je suis galeriste. Maintenant, qu'est-ce que je peux apporter à ce métier ? Comment est-ce que je peux, marquer ce métier parce que je suis. Et j'avais aussi envie d'enrichir la relation que j'avais avec les artistes parce que j'avais fait le tour, en fait. Pas des artistes, mais du fonctionnement que j'avais avec eux, où les artistes venaient et puis moi, j'étais chargée de la promotion des œuvres finies. J'avais envie, d'enrichir ça et c'est passé par le montage d'un projet un peu différent, qui au départ s'est appelé Totali Mégalo, Totali Schizo, Totali Photo. Et l'idée, c'était de dire aux artistes, prenez-moi par la main et emmenez-moi dans votre univers, utilisez-moi comme inspiration. Comme une muse. Voilà. Oui. Et ce travail a duré 9 mois. 9 mois juste passionnants, 9 mois inattendus où j'ai fait une vraie introspection qui a été enrichie, accélérée par les univers des artistes que l'on peut retrouver sur le site et par la photo, par le support photographique qui pour moi est un support magique. Oui. Alors je me répète avec ce mot magique, mais parce que tout ce que je vis aujourd'hui est de cet ordre-là. J'ai pu, à un moment donné, penser, montrer le meilleur. J'y ai été encouragée par les artistes. J'ai une artiste un jour qui s'appelle Marcella Martial qui m'a dit « Tu brilles comme le diamant que tu es ». Et elle m'a dit « c'est ce que je veux pour la photo ». Et là, il a fallu que je cherche en moi. Ouais. Comment briller, comment être un diamant. Et ça, je l'ai porté sur tout le projet. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai partagé ça avec le public. Le public m'a retourné ça de façon très positive, ce qui a accéléré les choses. J'ai posté un jour un selfie où j'ai mis « Bientôt, je serai une œuvre d'art », en référence à l'exposition que j'allais monter fin 2017 à la Fnac des Ternes. Et puis depuis, je ne me suis pas arrêtée. En fait, depuis, j'ai développé des outils pour aider l'autre
à devenir une œuvre d'art, à prendre conscience de cette dimension, à la vivre et à l'assumer. J'ai pu le faire avec des enfants, avec des femmes, avec des architectes aussi, qui avaient besoin de découvrir leur dimension d'œuvre d'art et se dire « je suis architecte, mais je suis plus encore ». Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ce plus encore qui me singularise dans ce métier d'architecte, par exemple. Très bien, merci beaucoup pour ces révélations. Merci. Merci beaucoup pour cette deuxième partie, Carte sur table. L'émission touche à sa fin, nous allons passer maintenant à coup de cœur. Elisabeth, quel est votre coup de cœur justement? C'est cet écrivain qui vous a donné, qui vous a bouleversé, qui vous a ému. Oui. Alors j'étais en 3e et la lecture était pour moi une contrainte. Ouais. Je n'avais pas encore trouvé l'intérêt de la lecture. Alors je le faisais parce que ça faisait partie des devoirs à faire. Parce que là c'était imposé, c'est ça. C'était imposé. Ouais. Et j'ai eu la chance d'avoir une prof de français qui à la fin de l'année nous a conseillé des livres. Et elle nous a conseillé notamment « J'irai cracher sur vos tombes » de Boris Vian. Et je ne sais pas, je pense que c'est le titre qui m'a accrochée. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre? Donc j'ai acheté le livre et je l'ai lu pendant les grandes vacances, entre la 3e et la 2e. Et j'ai adoré. C'était la première fois que je vivais l'histoire. Oui. J'ai même eu des nausées. Voilà, puisqu'il y a un meurtre très particulier dans le livre. Et j'en ai eu la nausée parce que je vivais la mort de la personne. Et puis, il y avait une problématique sur la couleur noire de cette personne qui est noire, mais ça ne se voit pas. Et voilà, et donc ça a fait écho. Là, je vous en parle, j'ai la chair de poule. Ça a fait écho chez moi. Et après, j'ai cherché des livres qui allait me replonger justement dans l'histoire, qui allait me faire voyager. Et j'ai trouvé Le Parfum de Skin. Il y a plein de livres comme ça après qui m'ont emmenée. Ouais. Et un des derniers qui, comme ça, m'a touchée physiquement, c'est Les larmes sur la terre de Sandrine Colette, qui parle d'un monde pas si éloigné du nôtre où on envoie les personnes à la casse. Voilà, quand on estime qu'elles ne servent plus à rien, qu'elles ne peuvent plus apporter pour la société et qu'elles ne sont qu'un poids pour la société, on les emmène littéralement à la casse. Il y a une casse de voiture et les gens louent une place dans une voiture. Et c'est un monde parallèle qui vit en marge du monde de la consommation qu'on connaît aujourd'hui et qui est très très dur, qui est en même temps plein de solidarité. Et c'est l'histoire de femmes comme ça qui se serrent les coudes dans ce monde-là. Et j'invite vraiment tout le monde à le lire parce que, au-delà de l'histoire, c'est une alerte sur les dérives de notre société et sur où on peut aller doucement. C'est comme la grenouille dans l'eau qu'on laisse bouillir et qui meurt parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'était trop chaud. Eh ben, on peut être comme ça, c'est-à-dire laisser se construire des choses comme ça. On voit, il y a déjà des bidonvilles qui se construisent un petit peu partout. Mais là, cette casse, elle est officielle. Elle est connue de tous et elle est acceptée par tous. Donc, attention. Voilà. Merci beaucoup pour votre coup de cœur. Enfin, vos 2 coups de cœur, Elisabeth. Merci. En tout cas, merci d'être venue nous voir. Merci de m'avoir invitée. Pour votre guide sur l'estime de soi. Mon manifeste même. Manifeste, voilà. Être totally mégalo. 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et puis aussi l'assumer, voilà, chez Edilivre. Merci beaucoup, Elisabeth Ndala. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je vous en prie. Et quant à vous, mes chers complices, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre auteur bourré de talent, comme d'habitude. Merci de votre fidélité si précieuse. Au revoir et à bientôt.